Paris, lendemain de guerre, qui a été élaboré en partenariat avec le comité d'histoire. Peut-être que vous avez assisté à la précédente conférence qui s'est tenue jeudi soir dernier et qui était consacrée à la réaffectation des locaux pendant l'absence. Et vous avez dû voir, vous aussi, des images saisissantes, j'ai trouvé, d'empilement d'objets, donc, car les logements ont été vidés au préalable, où il y avait par typologie les objets de cuisine ou les jouets. Et ce soir, c'est un autre type d'objet qu'on va s'intéresser. Donc, c'est plutôt aux œuvres d'art. Donc, nous recevons ce soir Emmanuelle Pollack. Merci vraiment d'être venue aux archives. Donc, Emmanuelle est doctorante en histoire de l'art à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et elle est aussi experte pour la task force. Je vous laisse pour la précision. Oui, alors je suis experte française pour la Task Force Schwambinger de Munich ou pour le trésor nazi. Vous êtes très certainement au courant de 1406 œuvres qui ont été retrouvées à Munich et puis 489 qui ont été retrouvées à Salzbourg. Ces œuvres appartenaient, je vais le mettre avec un point d'interrogation, hein. Vous m'avez lancé, Laurence. Mais non, c'était, appartenait, entre parenthèses, il y a des recherches de provenance à faire pour établir quels sont les propriétaires originels et notamment les propriétaires avant la guerre. Voilà, donc mon travail consiste véritablement à faire des recherches de provenance et aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de recherche de provenance. Donc, merci beaucoup de vous être présenté de la sorte. Et puis, bonne conférence à tous pour voir en effet quelles sont les enquêtes qu'Emmanuelle mène et plus particulièrement le cas des Matisse ce soir. Bonne conférence à vous. Merci de votre accueil chaleureux. Je suis très très heureuse d'être ici. Je remercie infiniment de son invitation Laurence Benoît, conservatrice responsable de la valorisation des fonds. C'est vrai que je hante assez souvent cet endroit, puisque, vous le savez très certainement vous-même, les archives de Paris conservent, consignent des fonds absolument extraordinaires qui nous apportent beaucoup pour la connaissance de l'histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener sur les traces d'une œuvre que j'aime tout particulièrement. Je ne vais pas vous parler, alors je vous la présente ici, il s'agit de femmes au profil devant la cheminée. C'est une œuvre de Matisse, une œuvre de 1937. Je ne vais pas vous dire que Lydia Delectorskaya est la modèle représentée. Je ne vais pas avancer un peu plus loin dans la description de l'œuvre, vous parler de l'œuvre de Matisse dans son œuvre. Hein, ça, c'est le propos des historiens de l'art. Vous voyez ici une œuvre de Matisse qui est reprise et qui est dans l'œuvre de Matisse. Ce Matisse est aussi assez extraordinaire pour ses camailleux, pour ses couleurs qui sont très 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 douces. Non, ce soir je vais m'intéresser au transfert de propriété de cette œuvre et tout particulièrement au transfert de propriété pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais essayer de vous montrer comment, par cet exemple précis, nous faisons des recherches de provenance, et notamment, comme vous l'avez dit, Laurence, au sein de la Task Force, où on se régale parce que 1406 œuvres trouvées à Munich, 489 trouvées à Salzbourg. Si je vous dis que monsieur Cornelius Gurlitt avait dans sa valise à Munich, lorsqu'il est allé à l'hôpital, un monnaie parce qu'il pensait qu'il allait payer son médecin avec un monnaie. Voilà, vous allez avoir un petit peu une idée assez complexe de ce qui arrive aujourd'hui. Vous savez que cette affaire a décrié la chronique depuis 2012. Ça a été dans un temps tenu secret. Et puis, par des fuites de journalistes, eh bien, ça a été révélé à la presse. L'opinion publique, l'opinion internationale s'en est complètement, a été
très choquée de la façon dont alors je peux pas parler du gouvernement allemand parce que c'est plutôt le Land de Bavière, la façon dont le Land de Bavière a traité cette affaire. On aurait pu attendre un peu de transparence pour des choses qui sont aussi chargées d'histoire, chargées de mémoire, parce que derrière un tableau, et je vais vous le montrer, et notamment des tableaux qui ont subi le sort des spoliations ou de la confiscation pendant la guerre, il y a toujours plus qu'un tableau, c'est-à-dire qu'il y a une charge émotive, une charge mémorielle qui, quelquefois, vient s'ajouter à la valeur du tableau. Alors, retrouver les œuvres d'art spoliées, les Matisse de la collection Paul Rosenberg dans la Tourmente. Je dois avouer que c'est mon premier cas qui a vraiment réussi. Je voulais vous le montrer tout de suite. Je suis particulièrement attachée donc à ce tableau et je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc ces recherches de provenance, comme je vous en parlais tout de suite, elles sont indispensables à l'étude du marché de l'art, à l'étude, vous avez parlé, Laurence, de mon doctorat que j'achève, eh bien, je travaille sur le marché de l'art à Paris sous l'occupation, ou plus exactement sur le paradigme du marché de l'art à Paris sous l'occupation. J'essaye de tout montrer, à travers ce travail universitaire, quelles sont les caractéristiques de ce marché de l'art. Et ce marché de l'art est florissant, c'est ce qu'on appelle un boom économique. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il y a beaucoup d'argent, et c'est une situation tout à fait cynique et tout à fait paradoxale. Mais à Paris, il y a énormément d'argent. L'occupant nazi arrive avec des Reichsmark. La France est chargée de donner une dette, de payer la dette, donc qui permet là encore d'avoir un afflux monétaire. Il y a très peu de choses. On est dans une économie de pénurie. Il y a très peu de choses qui se fabriquent. On trouve peu de parfums, peu d'objets de luxe, mais il y a un endroit où on trouve absolument tout, qui est d'ailleurs surnommé le plus grand magasin du monde, c'est l'hôtel Drouot. À l'hôtel Drouot, avec ses transactions d'objets, eh bien, on a, je vais vous le montrer tout à l'heure, on a vraiment beaucoup de transferts d'œuvres d'art, de transferts de bijoux, voilà. Donc, cette marchandise qui coule à flot, vous avez l'argent qui coule à flot, vous avez de la marchandise qui coule à flot, donc vous voyez que vous avez vraiment pas mal de caractéristiques d'un boom économique, et vous avez un changement de clientèle, puisque une partie de la population française n'est plus acceptée à l'hôtel Drouot, les Juifs ne sont absolument pas acceptés à partir de la position de panneaux leur interdisant l'entrée à partir de l'été 1941, et il y a également une nouvelle clientèle, les enrichis du marché noir et les dignitaires nazis qui viennent dépenser de l'argent. Dans ces marchandises, je m'intéresse plus particulièrement dans mon travail universitaire sur l'afflux des œuvres qui auraient été issues des confiscations ou des spoliations et qui vont venir intégrer les œuvres que l'on va proposer au marché de l'art. Donc voilà le nœud d'exploration de mon étude. Mais pour ce soir, commençons donc à travailler sur ce Matisse. Alors, je me suis plutôt intéressée au Matisse de Paul Rosenberg. Paul Rosenberg est un grand marchand, il a pignon sur rue. Je vais vous donner ses dates. Il est né en 1881, il est décédé en 1958, et très rapidement, il a le pied à l'étrier par son père, qui avait une toute autre profession, mais qui, à la suite d'un problème financier, est obligé de vendre une partie de sa collection d'œuvres d'art. Et finalement, Paul Rosenberg va embrasser cette profession de marchand d'art, de galériste. Un galériste qui va tout de suite être tout à fait attiré par les recherches picturales des avant-gardes. Il a comme ami Fernand Léger, il a comme ami Braque, Pablo Picasso, très proche de Pablo Picasso, et également d'Henri Matisse. Alors,
sa galerie est au 21 rue La Boétie. Anne Sinclair, Madame, vous m'en parliez tout à l'heure, Anne Sinclair est la petite fille de Paul Rosenberg et a écrit un ouvrage dernièrement qui s'appelle 21 rue La Boétie. Et cet immeuble a eu lui aussi des vicissitudes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les expositions de Paul Rosenberg sont toujours des événements. Je vous montre ici la présentation d'une exposition qui s'est intitulée « Œuvres récentes de Henri Matisse » et qui s'est tenue à la galerie Paul Rosenberg du 1er juillet 1937 au 29 juin 1937. Alors vous voyez qu'un chercheur de provenance travaille sur les photographies. On travaille sur les photographies puisque nous avons là un indice pas forcément de propriété, parce qu'un galériste peut présenter des œuvres qui finalement ne lui appartiennent pas forcément. Mais dans ce cas, et je vais vous le montrer tout de suite, l'œuvre appartient à Paul Rosenberg. Alors, vous l'avez ici, vous voyez la flèche bleue présentée avec d'autres œuvres, et donc cette femme au profil devant la cheminée. D'autres expositions de Matisse, donc je vais bien sûr me focaliser sur Matisse, puisque j'ai envie de vous présenter à travers ce que je vais vous présenter ce soir, ma méthodologie, vous montrer comment on travaille sur les documents. Ça, c'est particulièrement intéressant. En France, nous sommes très en retard sur ces recherches de provenance. Les Américains y travaillent depuis au moins une dizaine d'années. Les collègues allemands sont aussi tout à fait avancés. Et pour ma part, j'essaye avec beaucoup de difficulté à faire comprendre que ces recherches de provenance participent de la matérialité de l'œuvre. Nous ne sommes pas dans, je vous ai dit, la description, dans les restaurateurs vont s'occuper de l'état matériel de la toile ou du revers, de l'encadrement. Moi, je vais travailler sur cette chaîne de transfert de propriété, mais ça apporte aussi énormément à la connaissance de l'œuvre. Voilà. Donc, une exposition de Paul Rosenberg en octobre et novembre 1938, toujours Matisse. Matisse est à l'honneur. Vous avez une odalisque en harmonie en bleu. Donc, nous sommes vraiment dans la période, alors ici, odalisque harmonie en bleu, toujours de 1937. Ici, cette femme au balcon à l'ombrelle verte que vous retrouvez ici de 1918, dont je me suis beaucoup occupée, qui est passée en vente aux enchères et puis ensuite qu'on a retrouvée en Suisse. Et puis, une œuvre là aussi sur laquelle j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle l'odalisque au tambourin. Vous voyez que nous sommes dans cette donnée d'odalisques, c'est cette série d'odalisques. Donc, comment nous travaillons ? Tout d'abord, ce qui importe, c'est de montrer que l'œuvre appartient bien à Paul Rosenberg à un moment donné. Alors, dans la recherche, il y a souvent des coups de chance. Je dois vous avouer que j'en ai eu plusieurs dans le cas précis. Et notamment, je suis tombée sur l'inventaire complet. C'est mon premier grand coup de chance, l'inventaire complet de la galerie Paul Rosenberg. Voilà, Anne Sinclair n'est même pas au courant de tout ce qui a pu se passer dans la galerie de son grand-père. Et vous voyez que sous le numéro d'inventaire ici, 3789 ou 3789, devrais-je dire, puisque 37, vous voyez que ça correspond à l'année 1937 de réalisation. L'œuvre a été réalisée en mars 1937. Elle va directement de l'atelier de Matisse à la galerie Paul Rosenberg au 21 rue La Boétie. Et vous avez donc ici une preuve s'il en est indéflectible, très importante. Nous avons ces dimensions aussi, puisqu'un chercheur de provenance va aussi travailler sur les dimensions de l'œuvre. 81 cm par une largeur de 60 cm, c'est très important. La façon de le présenter aussi peut être important, puisqu'on essaye d'avoir hauteur par largeur.
et on essaye enfin, c'est très important que ça soit normé et que la norme soit respectée, puisque dans certains cas, et notamment les cabinets américains ou les musées américains, sont très difficiles pour ces dimensions, et si les dimensions sont inversées, alors on peut avoir des retours de musées américains qui vont nous dire non, écoutez, c'est absolument pas ça, l'œuvre fait 60 de hauteur et 81 de largeur. Donc vous voyez, ici, c'est tout à fait bien normé, et nous avons des indications précises de l'entrée en 1937 de cette œuvre dans la collection Paul Rosenberg. Alors, Paul Rosenberg est un marchand d'art, je vous l'ai dit, bien sûr. Vous savez qu'il est très proche de Braque, Léger, Picasso, Matisse, je viens vous le montrer. Et il va tout de suite sentir, il a des contacts aux États-Unis, il sait immédiatement, il a des contacts à Londres, il a une galerie qu'il tient avec un proche de sa famille, qui est la famille Elft, et très très vite, il comprend les enjeux de la guerre. Il est obligé de quitter la galerie et de trouver refuge dans le sud de la France. Mais je vais y revenir. Les nazis parviennent à Paris le 14 juin 1940. Dès le 21 juin 1940, ils sont place Vendôme, où ils repèrent les plus grandes galeries d'art, que ce soit les Wildenstein, les Seligman, les Bacri, toutes ces maisons de vente qui ont pignon sur rue, place Vendôme, et puis un petit peu plus loin que la place Vendôme, vers l'avenue Matignon, vers la rue La Boétie. Tout de suite, ces maisons sont visitées. Elles sont visitées avec un commissaire de police, le commissaire Chin pour ne pas le nommer. Il y a un dossier aux archives de la préfecture de police qui notifie ces visites de galeries. Rien n'est pris. Néanmoins, des scellés sont apposés et les clés sont données au concierge. Bien sûr, les personnes d'origine juive sont parties, sont en fuite, et il y a donc un premier élan. Je dois vous dire également que ce plan est savamment orchestré depuis l'Allemagne et depuis de très longues années. On sait qu'Hitler avait la volonté de créer à Linz le plus grand musée européen. On sait que ce pillage a été européen et qu'il avait créé un état-major spécial qui était sous la tutelle d'Adolf Rosenberg, mais qui était sous Alfred Rosenberg, qui était sous la tutelle de l'idéologue du Troisième Reich, Alfred Rosenberg. Cet état-major spécial va s'appeler l'Einsatzstab des Reichsleiter Rosenberg, je l'appellerai désormais l'ERR par son acronyme, et cet état-major a une branche à Paris. Dès l'été 1940, les plus grandes collections d'œuvres d'art ont été repérées. Une grande partie d'entre elles ont été confisquées aux familles juives, aux familles dont les personnes appartenaient à la franc-maçonnerie et aux opposants du Troisième Reich, mais en grande majorité, bien sûr, aux familles juives. Donc, ces œuvres sont stockées dans un premier temps dans 3 salles du Louvre qui ont été libérées parce que vous savez que très probablement que Jacques Jaujard, qui est le directeur des musées nationaux, fait un travail exceptionnel qui est de mettre à l'abri les œuvres des collections publiques, et qu'elles vont être dès septembre 1939 déménagées du Louvre pour trouver refuge tout d'abord à Chambord, puis dans d'autres châteaux dont les huisseries permettront l'entrée de tableaux de grande taille. Et 3 salles sont d'abord réquisitionnées pour stocker les œuvres d'art pillées par les nazis, puis par la suite, les dignitaires nazis vont demander à Jaujard un endroit un petit peu plus à l'abri des regards indiscrets. Il va s'agir de réquisitionner par les nazis le musée du Jeu de Paume que je vous présente ici
qui est dans le jardin des Tuileries, dans la terrasse des Feuillants qui surplombe la place de la Concorde. C'est un endroit discret. C'est un endroit qui est dédié, c'est une annexe du musée du Luxembourg à l'époque, et il est dédié aux écoles contemporaines et étrangères. Le conservateur de l'époque s'appelle André Desarrois et il est secondé par une femme tout à fait célèbre maintenant qui s'appelle Rose Valland. Voilà. André Desarrois tombe malade. Rose Valland reste au sein du musée du jeu de paume pendant toute la période de la guerre. Ça va être une fine observatrice. Elle va nous renseigner énormément et elle va rester donc en tant que responsable du bâtiment du jeu de paume au sein du musée du jeu de paume. Donc je vous ai parlé un petit peu de ce qui arrive aux collections confisquées aux familles juives en général. Donc je reviens, pardonnez-moi, je vais revenir. Non. Voilà, je vais revenir à l'œuvre qui nous intéresse. Et Paul Rosenberg est dans le sud de la France. Tout d'abord, sa galerie est pillée. Le 21 rue La Boétie est pillé de très bonne heure, avec une grande partie de ses œuvres. Il avait pris soin, dès novembre 1939, de louer une grande résidence, le Castel Floirac, près de Bordeaux, et il y a déménagé à peu près 200 œuvres, environ 200 œuvres importantes, celles auxquelles il tient le plus. Et ces œuvres, il y en a une partie qui vont rester au Castel Floirac et une partie qu'il prend soin de mettre à l'abri dans un coffre à la Banque nationale pour le commerce et de l'industrie. Il y prend un très grand coffre, Georges Braque a un coffre à côté et il essaye de protéger le mieux possible ses œuvres d'art. Il va être obligé de quitter la France précipitamment. Il quitte la France le 17 juin 1940, tout d'abord de Bordeaux, proche de l'Espagne, puis du Portugal, et du Portugal vers les États-Unis, où il s'établira pendant la période de la guerre sur la 5e avenue. Anne Sinclair le raconte dans son ouvrage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir de ce coffre de la Banque nationale pour le commerce et de l'industrie. Il va être le 28 avril 1941, il va être ouvert de force par une branche de l'ERR, l'état-major du Reich Letters Rosenberg. C'est la Defensschutzkommando, c'est-à-dire que c'est une branche de l'ERR qui recherche des devises. C'est pourquoi elle se permet d'ouvrir les coffres-forts à la recherche de devises, d'argent, et que lorsqu'ils trouvent des tableaux, eh bien, ils vont, comme c'est le cas, on a ici, j'ai retrouvé ce papier qui mentionne que Braumüller a ouvert le coffre-fort qui appartenait au juif Paul Rosenberg, que celui-ci a une galerie, vous voyez, en rouge, 21 rue La Boétie, c'est écrit à l'allemande, et qu'il y a un transfert de ces œuvres sous la protection de la Defensschutzkommando, mais qui va tout de suite être dévolu à l'ERR, à l'état-major de Rosenberg, mais cette fois-ci du théoricien du Troisième Reich. Autre coup de chance, là, je tombe sur l'estimation du directeur des Beaux-Arts de Bordeaux, Monsieur Roganeau, qui est réquisitionné ou qui va faire du zèle, va être missionné par le commando allemand pour faire une estimation de toutes les œuvres qui sont à l'intérieur de ce coffre-fort. 162, regardez ici, 162 tableaux. Et Roganeau fait la liste de ces 162 tableaux.
Donc des Picasso, des Bonnard, des Marie-Laurencin, des Utrillo, des Courbet, des Degas, des Bonnard, je vous en ai parlé, des Cézanne, des Guise, des Corot. Paul Rosenberg est à la fois le marchand des avant-gardes, mais il ne renie absolument pas les classiques et il a des œuvres de Ingres comme de Sisley, Seurat, Renoir, Lautrec, Utrillo, Van Gogh, Vuillard. Il y a vraiment un mélange tout à fait savant. Ce sont des œuvres de premier ordre. En 37, 38, 39, Paul Rosenberg est à l'apogée, l'acmé de sa carrière. Il a des œuvres de toute première œuvre. Occupez-nous des Matisse, et vous voyez ici, alors j'espère que vous le voyez un petit peu mieux que moi, mais vous avez la flèche bleue et vous avez un petit, c'est surligné de rouge. Vous devez me croire sur parole. Ici, vous avez les dimensions. Alors, je ne sais pas si Monsieur Rogano, lorsqu'il va écrire cet inventaire, se doute du cadeau qu'il me fait lorsque je tombe sur cet inventaire. En ayant l'inventaire de la galerie et en ayant ici un inventaire des 162 qui sont dans le coffre-fort de la Banque nationale pour le commerce et de l'industrie de Libourne, qui est ouvert de force, j'ai la possibilité d'avoir cette liste, et cette liste, le cadeau est le suivant: il me donne le nom de l'artiste, il me donne le titre de chaque œuvre, la technique, les dimensions. Alors, les dimensions, tout à l'heure, je vous parlais des dimensions qui devaient être normées avec la hauteur par la largeur. Et nous étions sur une hauteur de 81 cm sur 60 cm. Et c'est important puisque des avocats américains peuvent vraiment nous opposer une fin de non-recevoir sur juste des dimensions qui seraient inscrites dans la mauvaise, suivant la mauvaise norme. Et vous voyez qu'ici, on est dans des dimensions de 60 par 81, et donc on pourrait nous opposer vraiment des difficultés. Mais le titre est là, Femme au profil, devant la cheminée. De Matisse, on voit que c'est une huile et une toile sans cadre. Les précisions sont exceptionnelles. L'estimation est, elle aussi, exceptionnelle. Monsieur Rogano nous donne une estimation très très à la louche de 30 000 francs à l'époque. Il faut savoir qu'un Matisse de 1937 en 1939 sur le marché parisien, qui est le premier marché parisien, le premier marché du monde. Le marché d'art parisien donne le là, c'est le plus important. Eh bien, cette œuvre valait 7 à 8 fois plus. Or, Monsieur Rogano va bien sûr donner un prix assez bas parce qu'il va vouloir faire plaisir bien sûr aux nazis, va aller dans leur sens et il va, sans s'en apercevoir, présenter aussi une histoire du goût. Il faut savoir que pendant la période de l'occupation, les œuvres classiques, les œuvres vont prendre une importance beaucoup plus, une importance tout à fait réelle par rapport aux œuvres des avant-gardes. Je m'explique. Dès 1937, à Munich, a lieu une exposition des œuvres considérées par Hitler comme dégénérées. Cette exposition s'appelle Entartete Kunst et elle va mettre au pilori les œuvres des expressionnistes allemands, que ce soit Emil Nolde, que ce soit la Brücke, que ce soit les écoles d'expressionnistes. Mais cette démonstration munichoise va se répercuter sur le territoire français, dans une moindre échelle. Mais vous voyez qu'ici, les œuvres, alors c'est tout à fait visible chez Matisse, que les prix vont être tout à fait à la baisse, et c'est encore plus visible chez Picasso, qui est honni par les nazis, parce qu'ils ne comprennent pas du tout ces recherches picturales, ils ont beaucoup de mal à appréhender le cubisme, et ils vont tout à fait dévaluer ces œuvres. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez que nous sommes en 1941 et que nous avons là un jalon de
cette œuvre, que nous savons que de Paris, du 21 rue La Boétie, elle a été transférée dans un coffre à Libourne et que de Libourne, elle est transférée dans un autre coffre en attente d'être amenée au musée du jeu de paume. Au musée du jeu de paume, l'ERR, cet état-major, fait les choses de façon très systématique. À chaque fois qu'une œuvre entre au musée du jeu de paume, l'œuvre est fichée. Elle est fichée, vous le voyez ici, 1937. Nous retrouvons bien l'année de notre œuvre, l'artiste, bien évidemment. Ici, c'est très intéressant. C'est un jalon de la collection. Il s'agit de P.R. Paul Rosenberg, l'œuvre 28 qui a été confisquée à la collection Paul Rosenberg. Vous voyez Frau am Kamin, la femme devant la cheminée. Vous avez ici les dimensions qui sont les bonnes dimensions. Vous avez la technique, c'est une huile, les bonnes dimensions. Elle arrive au musée du jeu de paume le 5 septembre 1941. Encore là, un autre jalon. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle appartient Sammlung HG pour Hermann Göring. Elle appartient à la collection Hermann Göring le 10 mars 1942. C'est incroyable de pouvoir lister, c'est un cas d'école, hein, jamais j'ai la possibilité d'avoir un cas aussi abouti, aussi renseigné. Je vous présente ça ce soir assez rapidement. Sachez que derrière, il y a vraiment du temps et du temps passé et du travail de dépouillement d'archives, de recherche dans les différents fonds. Collection Hermann Göring, je vais vous l'expliquer. Oui, alors si je vais vous... Pardonnez-moi, je vais revenir juste avant parce que là aussi c'est assez intéressant. Pardon. Regardez ici, nous avons le nom des personnes qui ont signé cette fiche. Cette fiche, quelquefois, est accompagnée d'une photographie. Ce n'est pas le cas pour l'œuvre de Matisse, parce qu'à mon avis, elle n'intéresse pas beaucoup les nazis. Ils savent très bien que c'est une œuvre qui ne peut pas fouler le sol du Reich, puisque c'est une œuvre qui est considérée comme Entartete Kunst, qui est considérée comme une œuvre dégénérée. Donc vous avez ici DREGG pour Dr Helga Eggemann, je vais vous la présenter, et Dr Tom pour Dr Tom Ford, qui est une historienne d'art française qui va épouser le docteur von Ingrad, un Allemand. Et donc, je vous présente ici les deux historiennes de l'art qui ont fiché l'œuvre de Matisse. Voici Dr Helga Eggemann et Dr Anne-Marie Tom Ford qui épousent par la suite von Ingrad. Donc tout ça, nous le savons par Rose Valland. Rose Valland, fine observatrice du musée de jeu de paume, qui... à ses heures perdues, n'avait pas peur de subtiliser certaines photographies, bien sûr des photographies des œuvres, qui est son intérêt premier, mais également des personnes qui se faisaient tirer le portrait, comme c'est le cas de ces deux historiennes de l'art. Rose Valland nous apprend également que au musée de jeu de paume, Hermann Göring y est véritablement le maître de ce jeu de paume, puisqu'il va y venir plus de 20 fois. 20 fois, il va une quinzaine de fois en 1941, puis un petit peu moins en 1942, et en 1943, on sait qu'il est en disgrâce auprès de Hitler, donc il n'y viendra plus du tout. Mais dès le musée du jeu de paume est occupé par l'ERR dès le 1er novembre 1940, et on sait qu'Hermann Göring vient le 3 novembre 1940, puis le 5 novembre 1940. Il y reste 2 jours, et vous allez voir, je vous le présente ici en habit d'apparat, mais vous l'avez ici en civil. Alors, il y vient faire son marché, tout simplement. Il va visiter des expositions d'un genre tout à fait particulier, puisque ce sont des expositions montées avec des œuvres spoliées. Hermann Göring est un très grand collectionneur. À la différence d'Hitler, il a un goût sûr.
il connaît les œuvres d'art. Ce qu'il aime prioritairement, ce sont les œuvres de l'école du Nord, ce sont les Allemands, bien évidemment, mais aussi les Flamands, également les Hollandais. Il va se faire aider dans ses conseils par Bruno Lozeux, que je vais vous présenter, qui est un chargé de mission dévolu sur le marché de l'art parisien pour essayer de voir toutes les œuvres qui pourraient intéresser la collection d'Hermann Göring. Son goût n'a d'égal que son avarice. Donc, il voit au sein du musée du jeu de paume la possibilité d'accroître sa collection à un moindre prix. Et le moindre prix, c'est la possibilité aussi qui lui est offerte d'avoir des œuvres. Ici, je vous montre le port d'Anvers de Jan Bruegel, d'un petit format, qu'un marchand français ou allemand lui a amené, dont il est très désireux d'acquérir, mais comme il ne veut absolument pas donner d'argent, il a trouvé le moyen très simple de troquer, d'échanger des œuvres, ici des œuvres de Matisse. Je vous en montre 2, mais en réalité il y en a 4, puisque je suis tombée sur le procès-verbal de l'échange. Il y en a 4 Matisse qui devaient être au musée du jeu de paume, qui n'étaient pas dans les salles qui étaient dévolues aux collections classiques, mais qui étaient reléguées dans une petite salle à part, que Rose Valland va appeler la salle des martyrs. Dans cette salle des martyrs vont être rassemblées toutes les œuvres qui ne peuvent pas aller en Allemagne parce que proscrites par les critères esthétiques du Troisième Reich. Donc, c'est un échange. J'ai trouvé donc le bordereau d'échange et vous voyez que c'est le 3 décembre 1941. En regardant la photo, on comprend bien que nous sommes l'hiver. Ça concorde tout à fait bien. Et par le petit bout ici, vous voyez bien que Bruno Lozeux, qui est le chargé de mission dont je vous parlais, historien d'art, spécialiste du XVIIe hollandais, en tient bien non pas 2, mais un peu plus. Et sur le bordereau, il y a bien sûr la notification des 4. Alors, je me suis intéressée bien évidemment au devenir de ces œuvres, parce que ces œuvres sont spoliées. Nous en avons là la preuve. Vous avez ici des marguerites de Matisse de 1939. Vous voyez, 1939, donc juste avant la guerre. Et puis la danseuse au tambourin de Matisse de 1926. Et je les ai cherchées. Je me suis interrogée. J'ai retrouvé l'odalisque au tambourin à la fondation de Simon Norton Museum à Pasadena, en Californie. Et les musées américains, depuis la Convention de Washington de 1998, ont l'obligation de présenter la provenance des œuvres qui auraient pu avoir un passé douteux ou dont ils n'ont pas la certitude qu'elles aient été acquises en toute bonne foi. La loi américaine stipule que si dans ce transfert dans cette chaîne de transfert de propriété, il y avait le moindre soupçon, alors à ce moment-là, l'œuvre devrait être restituée. Voici la fiche de provenance du Simon Norton Museum. Elle est assez rigolote. Vous voyez qu'en 1931, l'œuvre reste, jusqu'en 1931, l'œuvre reste dans l'atelier de Matisse, puis elle a été achetée à compte à demi par Pierre Loeb, qui a une très belle galerie, la Galerie Pierre, et son collègue Joseph Hessel à Paris. Cette œuvre est une propriété de la collection Rosenberg en 1937, avec un numéro d'inventaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est 3605. Bon, c'est peut-être une petite erreur, mais peu importe. Et puis ensuite, on insiste sur ce gap qui est extraordinaire, puisque de cette année de 1937, eh bien, on va passer à 1966, comme si de rien n'était. Donc, c'est absolument pas possible, puisque je vous ai montré, et je reviens précédemment, vous voyez que l'odalisque au tambourin est présenté à Hermann Göring. Donc, au moins, on a là un jalon dans l'histoire de cette provenance, et ce jalon, c'est le 3 décembre 1941,
3 décembre 1941, l'œuvre est présentée à Göring. Donc, bien sûr, j'ai parlé avec le missaire américain, nous avons travaillé ensemble et nous avons pu rétablir la provenance. Il se trouve que cette œuvre est passée en Suisse dans la collection d'Emile Burle. Emile Burle est un armateur très fameux et elle a été par la suite restituée en 1948 à Paul Rosenberg à la suite d'un procès. Occupons-nous maintenant des Marguerites, 1939. Eh bien, je les ai retrouvées à l'Art Institute de Chicago, qui avait la nécessité aussi de présenter la fiche de provenance. Et là aussi, la fiche de provenance a été pour le moins assez troublante, puisqu'on nous dit bien que les marguerites sont de 1939, que c'est une huile sur une huile et qu'elle a appartenu, qu'elle est signée, qu'elle est en 39, mais que c'est un cadeau de Helen Pauline Donnelly pour en 83 à la mémoire de ses parents. Voilà. Là encore, nous avons un énorme gap, nous avons un trou très important quand on sait que l'œuvre a été présentée à Göring le 3 décembre 1941. Et alors là commence une aventure absolument exceptionnelle, raison pour laquelle je viens vraiment travailler aux Archives de Paris, parce que nous tombons sur... Alors, je ne pensais pas que je suis tombée avec beaucoup de chance sur ce catalogue de vente. J'ai numérisé 3000 catalogues de vente entre 1940 et 1950 pour essayer de tracer. La grande chance était que pour cette œuvre, il y avait une photo, une illustration. Vous voyez, quand je vous donnais le prix de Monsieur Rogueno, qui nous donnait très généreusement un prix de 3000 francs, lors de son estimation du 6 mai 1941. Vous voyez que nous sommes le 10 mars 1944 et l'œuvre est passée à 300 000 francs. Nous avons ici une annotation. Alors, quand les catalogues sont annotés, c'est un pur bonheur puisque nous avons, là encore, des indications très, très précises. Je ne vais pas vous faire la démonstration parce que je ne vais pas avoir le temps, mais avec le protocole de la vente, avec le procès-verbal de la vente que vous consignez aux Archives de Paris, nous avons la grande chance de pouvoir savoir, grosso modo, qui était le vendeur, dans les premières listes. Et puis ensuite, nous avons la chance de savoir qui est l'acheteur. Alors là, c'est un cas un petit peu particulier et je ne vais pas pousser plus loin l'investigation. Je reviens un petit peu sur la femme au profil devant la cheminée. Eh bien, cette œuvre a eu le même destin que les autres Matisse. Elle est échangée le 10 mars 1942. Vous devez là encore me croire, bien que j'ai essayé de vous la surligner en bleu. Voilà, ici, vous avez le bordereau d'échange. Vous avez deux autres œuvres qui sont échangées. Donc, il y a un Matisse, femme au profil devant la cheminée. Il y a un Renoir, un portrait de Renoir, et il y a un Modigliani. Et c'est échangé contre un tondo, contre une petite œuvre d'un anonyme florentin, pour, là encore, le compte d'Hermann Göring. Voilà. Donc, c'est extraordinaire dans ce rapport de l'histoire du goût, la différence qu'il peut y avoir. Et on se dit qu'aujourd'hui, les nazis n'avaient pas le sens des affaires vraiment très, très poussé, parce qu'imaginaient bien le prix de ces œuvres aujourd'hui qui s'envolent. Paul Rosenberg revient en France en septembre 1945. Il va immédiatement en Suisse où il va faire un tour des galeries pour tenter de retrouver les œuvres, et Dieu sait s'il y en a, des œuvres qui ont été confisquées par les nazis et tout particulièrement par l'état-major secret, l'ERR.
Et il va donc essayer sur la Suisse, sur son itinéraire suisse, il prend ancrage auprès de différents marchands. Ces marchands sont peu à l'aise. Ils peuvent reconnaître qu'effectivement, le travail que moi je fais aujourd'hui, 70 ans après, pouvait être fait par les marchands d'art s'ils en avaient la volonté. Sont des œuvres très importantes, majeures. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, ils avaient à leur disposition des catalogues raisonnés, des catalogues d'exposition de Paul Rosenberg. Ils avaient la possibilité de tracer et de chercher s'ils voulaient avoir des provenances propres, des provenances pures. Or, les acheteurs étaient de mauvaise foi et savaient très bien que l'origine de ces œuvres était douteuse. Mais l'argent avait force de loi dans ces moments-là. Paul Rosenberg tente de s'entendre avec les marchands et le syndicat des marchands suisses. Certains vont lui dire, eh bien, écoutez, si vous acceptez de perdre 10% des œuvres que nous devons vous rendre, à titre de compensation pour nous, eh bien, nous arriverons à un arrangement. Paul Rosenberg refuse et il dit, cela se passera d'État à État. C'est l'État français qui demandera à l'État helvète d'avoir un accord et cela passera par le ministère des Affaires étrangères. Et c'est ce qui s'est passé. Il a mis beaucoup de temps, mais il a pu récupérer une grande partie de ses œuvres, pas toutes. En 1947, en France, s'est créé dès la Libération, dès la Libération, 30 novembre 1944, la commission de récupération artistique. Une commission qui est chargée de récupérer et de repérer en Allemagne les biens qui ont été spoliés et de les rapatrier par État. Alors, Rose Valland est la secrétaire de cette commission, mais elle va souhaiter aller en Allemagne et elle va devenir capitaine, ce que j'ai appelé capitaine Beaux-Arts, au sein de la première armée du général Delattre de Tassigny. Eh bien, elle va aller sur les traces des œuvres qu'elle a pu voir passer au sein du musée du jeu de paume. Et en 47, c'est toutes les informations, toutes les données. On n'est pas du tout à l'ère informatique, mais ce sont des fiches. Et ces fiches rassemblées vont donner lieu à un instrument de recherche très important sur lequel je travaille encore, qui s'appelle le répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945. Je travaille plus particulièrement sur le tome 2. Et vous voyez ici, page 71, j'espère que vous le voyez bien, eh bien, vous voyez que Paul Rosenberg revendique et demande une œuvre. Alors là, il ne donne pas lui-même les bonnes dimensions. Il commence par la largeur, puis par la hauteur. Femme devant une cheminée. Le numéro, c'est un numéro, ce qu'on appelle un numéro d'OBIP, c'est son numéro de dossier. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une petite étoile devant la flèche bleue. Il y a une petite étoile et cette étoile est présente lorsque les œuvres sont de très grande qualité, comme c'est le cas ici présent. Donc l'œuvre est toujours en déshérence pour le marchand Paul Rosenberg. Il la recherche toujours en 1947. J'ai une information incroyable, puisque dans ce transfert de propriété, eh bien, j'ai pu retrouver l'œuvre qui avait été donnée en échange, enfin qui a été échangée, et c'est un marchand allemand qui va récupérer cette œuvre, qui s'appelle Gustav Rorlitz. Gustav Rorlitz récupère cette œuvre dans l'échange, certainement lui qui a apporté le tableau florentin anonyme, et donc pour être payé, il récupère les deux Matisse, le Renoir et le Modigliani. Très vite, Rorlitz le vend au marchand français Paul Pétrides, qui lui, très vite, va se débarrasser de cette œuvre pour le revendre au marchand français Henri Bénézite. Vous voyez, il y a une succession qui est très peu renseignée parce que c'est un marché interlope, c'est un marché parallèle, et moins il y a de traces, mieux c'est. Donc c'est une petite zone d'ombre, une zone grise. Mais là où on retrouve
l'œuvre, c'est dans un bureau new-yorkais sur Broadway, dans le bureau, dans l'office d'un armateur norvégien qui s'appelle Nils Onstad, et vous voyez que dans son contrat d'assurance, eh bien, il y a ici une femme assise dans un fauteuil qui va être assurée pour une somme très importante en dollars, et l'œuvre, femme au profil devant la cheminée, va arriver de façon assez surprenante aux États-Unis, sans qu'il y ait eu forcément de bordereau ou de douane, où je n'en ai pas retrouvé pour le moment. C'est dans des transactions assez opaques, et néanmoins, on retrouve en 51 l'œuvre. L'œuvre va devenir un des fleurons de la collection de Nils Onstad, qui est l'armateur norvégien dont je vous ai parlé, qui va épouser une star du patinage artistique norvégien, Sonja Henie, qui aura une carrière également d'actrice, qui est une des femmes les plus riches à cette époque. Ils lient leur destin et ils vont avoir une collection d'art fabuleuse avec un des fleurons de ces collections qui est Femme au profil devant la cheminée. Nils Onstad est de toute bonne foi quand il achète l'œuvre. Il l'achète parce qu'elle arrive sur le marché, et dans les années 60, on ne se pose pas les questions de recherche de provenance. On ne se pose pas les questions de ont-elles été confisquées, spoliées, volées pendant la guerre. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Pour parler de choses qui ne sont absolument pas comparables, et j'évite toujours. Le génocide et la déportation et l'anéantissement de 6 millions de victimes réapparaît dans l'historiographie américaine en 1973. Rappelez-vous, avec le film Holocaust et avec Meryl Streep. Et à partir de là, les recherches vont reprendre, et l'historiographie va de nouveau s'intéresser aux recherches sur la Shoah. La spoliation et la confiscation des œuvres d'art est vraiment un sujet tout à fait connexe. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout comparer. C'est très, très à la marge. Mais imaginez-vous bien qu'en 73, si on commence à se réintéresser à la Shoah, on va s'intéresser à la spoliation des œuvres d'art que dans les années, en France, et aux États-Unis également, qu'au milieu des années 1990. C'est un sujet très, très, très novateur. Et c'est un portoricain Feliciano, un journaliste portoricain, qui va jeter un pavé dans la mare en interpellant les musées français et en leur demandant ce qu'ils font pour la traçabilité des œuvres qui sont dans leur collection nationale et qui n'appartiennent pas forcément au patrimoine national, mais qui appartiennent très probablement à des familles juives qui auraient été spoliées. Voilà, tout ça pour vous dire que cette œuvre va voyager très naturellement, très simplement, ce qui prouve aussi la bonne foi des époux Henie Onstad. Regardez ici, à la veille du décès de Paul Rosenberg, Paul Rosenberg n'a toujours pas retrouvé cette œuvre. Il la cherche. Il va faire une liste chez son collègue Jacques Dubourg pour mentionner les tableaux qu'il recherche encore. Il y a des Bonnard, il y a des Braque, des Courbet, Delacroix, Géricault, Guise, Léger. Il y a encore des Matisse, il y a encore 8 Matisse qui ne sont pas retrouvés. Et parmi ces 8 Matisse auxquels il tient particulièrement, il y a Profil devant la cheminée. Toujours avec le même numéro d'inventaire, 3789, et Paul Rosenberg décédera sans avoir retrouvé cette œuvre. La bonne foi des époux Henie Onstad est clairement présentée parce que entre 1960 et 1963, l'œuvre va voyager et va être prêtée pas moins de 17 fois.
Alors, elle va être prêtée, comme ici, au musée Louisiana à Copenhague, au Danemark. Elle va être prêtée au Göteborg Kunstmuseum. À chaque fois, je retrouve les catalogues. Hein, je les ai listés. Elle va, en avril 61, être prêtée au Moderna Museet à Stockholm, ensuite au Kunsthalle à Hambourg en juillet 61, puis, comme elle est en Allemagne, elle y reste, elle va au Wolfgang d'Essen en septembre 61, puis au Kunstverein à Stuttgart toujours en novembre 61, elle va ensuite à Francfort, ensuite en 62, elle va aller au Kunsthalle de Basel, elle va à la Tate Gallery de Londres. À chaque fois, elle est dans les catalogues, je la retrouve, soit elle est en notice, soit elle est présentée, personne ne se pose la question de l'œuvre. Elle est présentée au musée d'art moderne de la ville de Paris en 62, elle est présentée à Vienne, également au Festival d'Édimbourg. Vous voyez que c'est vraiment une œuvre très 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 importante. Elle est présentée à Liverpool, elle est présentée à La Hague, elle est présentée à Genève, et nous sommes en février 1963, et elle est présentée au Kunstverein, alors je ne sais pas où c'est, en 63. On ne prête pas une œuvre quand on a peur de la douane, quand on a peur d'Interpol, quand on a peur, on ne la prête pas. Parce qu'on sait très bien que si elle quitte le territoire, elle peut être confisquée. Donc, ça prouve vraiment, et j'insiste dessus. Elle est même présentée à Nice, au musée Matisse à Cimiez, en 1994, avec la provenance. Parce que vous voyez, sous l'illustration, on voit la provenance. Et si je reviens juste un petit peu avant, j'ai juste oublié de vous dire, décidément, pardonnez-moi. C'était juste pour vous dire que dans la provenance que j'ai pu vous montrer juste avant, il y avait collection Paul Rosenberg. Ça arrive souvent. L'œuvre, c'est important. Paul Rosenberg est un grand marchand d'art, donc ça ajoute encore à l'œuvre qu'elle ait été détenue par ce marchand d'art. Et donc, il y a tout simplement provenance Paul Rosenberg. Ici, on passe à une nouvelle provenance. On passe à la provenance Eni Onstad, Kunstcenter, Oslo. C'est au sud, dans une fondation qu'ont créé le couple Eni Onstad, qui est dans une fondation privée proche d'Oslo. L'œuvre est aussi présentée à Stuttgart très très dernièrement, enfin vous voyez 2009, avec là encore le listing et ses recherches de provenance. Et puis l'œuvre est présentée en 2012. Alors en 2012, ayant travaillé sur les photographies où je vous présentais les échanges de Göring, j'aime beaucoup cette photographie parce que c'est à elle seule une histoire de l'histoire de l'art. On a une histoire de goût, on a l'œuvre ancienne qui est contre les modernes, on a ce rapport qui est complètement inversé puisque en 1939, les prix étaient déjà très hauts des Matisse, les prix des Picasso étaient déjà très hauts, et on stoppe l'histoire de l'art dans ses recherches de picturales. On a un retour au classicisme. C'est initié par Hitler. Vous connaissez un petit peu sa formation à l'école des beaux-arts à Vienne. Et voilà. Donc, en m'intéressant véritablement à cette photographie et en travaillant sur les différents Matisse, je me suis posé la question finalement de cette œuvre. Et puis, vous l'avez dit, je travaille sur un doctorat sous la direction de Philippe Dagen, qui est professeur à Paris 1 à la Sorbonne, mais qui est aussi critique d'art et qui notamment écrit énormément pour le quotidien du soir, le quotidien national du soir. Je lui raconte mes soupçons, enfin je lui fais part de ma surprise. Et je lui dis qu'il faudrait vraiment tenter de contacter le musée norvégien
pour les alerter ou leur poser la question, savoir si l'œuvre est vraiment rentrée en possession de la famille de Paul Rosenberg. Et à ce moment-là, à la sortie de cette page importante du Monde, le 3 mai 2013, eh bien, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et là, je me suis dit que peut-être, effectivement, j'avais trouvé quelque chose qui allait un peu déranger, ou tout du moins sur lequel nous allions pouvoir travailler. Et je dois dire que la directrice de la fondation Henny Onstad Kunstcenter, cette directrice a été extraordinaire. Tone Hansen m'a appelé, m'a dit je veux vous voir immédiatement. Elle est venue à Paris, nous avons pris un café. Je lui ai montré mon PowerPoint, je lui ai présenté une accumulation de preuves. Et elle a été assez exceptionnelle puisqu'elle a accepté de travailler à la recherche de provenance. Vous savez, tout le monde ne fait pas ça. Et je vais essayer alors je ne suis pas très douée, alors je vais essayer de m'échapper. Voilà, je vais essayer de m'échapper, nous y reviendrons après. Et je vais lui laisser la parole quand, à la suite de 2 années de pourparlers, elle est arrivée à la décision finale, que je lui laisse le soin de... voilà. Le problème que pose la recherche de provenance est qu'on ne peut jamais être sûr. Vous devez prendre une décision basée sur les seuls éléments dont vous disposez, et à partir de là, vous décidez ou non de rendre l'œuvre, ce que nous avons fait. Mais il y a toujours une partie de l'histoire qui reste un mystère. Alors, je vais juste vous... merci. Je vais essayer, voilà, nous avons essayé la prouesse technique, mais... Alors, je vais parler sur ce qu'elle dit. Le problème que posent les recherches de provenance, c'est qu'on n'est jamais sûr de la décision. Nous prenons une décision sur les seuls éléments que nous avons. Ils ont décidé de rendre l'œuvre, c'est ce qu'ils ont fait, mais il y a toujours une part d'ombre qui reste un mystère. Voilà. Et pour revenir sur cette décision, l'éthique de cette fondation privée, absolument pas étatique, fondation privée, achetée, je vous l'ai montré, de bonne foi, parce qu'ils ne pouvaient pas prêter l'œuvre 17 fois s'ils avaient eu un soupçon de l'origine douteuse de l'œuvre. Et la décision qui a été prise par Tone Hansen, mais aussi et surtout par son président Halvor Stenstadvold, le 21 mars 2014, a été de restituer cette œuvre aux ayants droit de Paul Rosenberg, suite effectivement à l'accumulation des preuves que le dossier comportait. Nous n'allons pas être inélégants et je ne vous donnerai pas le prix de l'œuvre. Et vraiment, voilà. Le regard de Tone Hansen et de son président en dit beaucoup. C'est une décision qui les honore véritablement. Et Tone Hansen parle souvent de cette zone de mystère, cette zone grise. Et c'est précisément là où je place le curseur de mon travail, le curseur de mon éthique, de ma déontologie. Je souhaite, en dépouillant les archives, en travaillant le plus possible, réduire à portion congrue cette part et cette zone d'ombre, cette part mystérieuse. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Je pense que les applaudissements concernaient à la fois la conférence de ce soir et aussi le travail minutieux que vous entreprenez pour pouvoir prouver la propriété initiale de ces œuvres. La parole est à la salle, donc je vais faire, surtout comme c'est enregistré, merci d'attendre, d'avoir le micro pour poser vos questions. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais que vous me confirmiez que Libourne était bien en zone occupée en 1941. Que, pardon ? Libourne
était en zone occupée. Oui, vous avez D'accord. tout à fait raison. Oui, oui. D'accord, parce que je croyais que la zone occupée s'arrêtait au niveau de Limoges. Donc il y avait Absolument. tout l'Atlantique était en zone occupée, Absolument. je crois. Oui. Et qu'est-ce que c'est que un ou une odalisque? Oui. Oui, ce sont les femmes orientales. La série des odalisques, ce sont des femmes orientales qui sont souvent dans des positions assez langoureuses. Voilà, là, l'odalisque au tambourin, on la voit onduler très clairement. Là, je vous montre des photos qui ne sont pas qui sont pas de bonne qualité pour un historien de l'art. Voilà, c'est dans les années 37, Matisse peint une série d'odalisques et c'est une grande partie de ces odalisques qui ont été spoliés. Il y a eu plusieurs cas. Il y a eu, on en a retrouvé une à Seattle, l'odalisque de Seattle. On en a retrouvé une à Miami qui avait été volée. Enfin, voilà, c'est son. Paul Rosenberg est un grand marchand. Il achète une grande partie de l'atelier. Il a une écurie fabuleuse et il a les 2 maîtres contemporains qu'on peut comparer entre eux, c'est Matisse et c'est Picasso. Et Paul Rosenberg les a et il est ami avec les 2. Quand il va louer le Castel Floirac à partir de novembre 1939, il invite l'un et l'autre à le rejoindre. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors pourquoi Bordeaux? Parce qu'en fait, Paul Rosenberg avait des liens avec le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, non pas avec le sieur Rogano, mais avec un membre scientifique. Il avait la volonté de faire une exposition. Il avait d'organiser une exposition. C'est un hyperactif, Paul Rosenberg, et il ne peut pas passer la période de la guerre sans. Donc il va encore à Nice acheter des Matisse, où il va voir Henri Matisse qui est malade, et il va le voir aussi à Vence, quand il sera à Vence plus tard. Il continue, dans une moindre mesure, bien sûr, mais il continue à acheter. Il faut que et il part précipitamment 17 juin 1940 avec sa famille. Son fils est incorporé a rejoint De Gaulle à Londres, Alexandre Rosenberg, voilà. Alors, qui veut poser une autre question? Oui, madame. Il semblerait qu'on ait trouvé pas mal de choses en Suisse, et on sait que la Suisse, pendant la guerre, avait cette espèce d'accommodement, de neutralité, moyennant charbon, etc., plus la culture, la tradition du fameux secret suisse. Alors, est-ce qu'il y a eu des enquêtes, au niveau des galéristes suisses, maintenant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Merci. Oui, merci madame, c'est une question importante. Dès septembre 1945, Paul Rosenberg revient en Europe, mais va passer une quinzaine de jours en Suisse. Et il visite les galeries Fischer à Lucerne. Il va visiter les plus grands marchands. Il trouve des œuvres qui lui appartiennent. Il leur défend de les vendre. Et je vous ai dit, le syndicat s'est très très mal conduit puisqu'ils leur ont proposé une commission sur les spoliations. Et il a dit qu'il en était hors de question et qu'à partir de ce moment-là, ça sera d'État à État. Le marchand d'armes Émile Burle, qui a fait fortune pendant la guerre, a une grande collection. Aujourd'hui encore, nous avons maille à partir pour obtenir les archives et pour obtenir des informations sur certaines œuvres. Et dans l'affaire Gurlitt, pour vous parler aujourd'hui, dans l'affaire Gurlitt allait à la galerie Lumpers vendre les œuvres, des œuvres qui étaient très importantes, qu'on pensait complètement perdues, et la galerie Lumpers, si elle avait vraiment voulu faire son travail, aurait dû faire des recherches de provenance des œuvres avant de les vendre. Il s'agit d'œuvres très très importantes, de l'expressionnisme allemand que moi je connais moins, mais qui sont très importantes. Et puis on sait que la galerie Fischer, par exemple, a accepté de vendre en 1939 les œuvres
d'art moderne qui ont été déposés des cimaises des musées allemands par Hitler et qui ont été vendus en Suisse. Et Paul Rosenberg a dit, parce qu'il y avait des grandes affaires à faire, puisque les œuvres étaient complètement dévaluées du fait de cette histoire du goût, puisque pour le Reich, elles ne valaient plus rien, donc internationalement, il y avait une dévaluation. Les Américains sont arrivés en force. Pierre Matisse achète l'œuvre de son père pour Barr, un marchand américain, et Paul Rosenberg refuse. Il dit il n'y aura pas un sou pour l'armement du Reich. Parce que cette vente suisse, on sait très bien qu'ensuite, c'est de l'argent qui est donné, non pas pour acheter des tableaux comme ça avait été comme ça avait été proposé et dit dans le catalogue, mais bien pour acheter de l'armement. Donc, en bradant ces œuvres d'art moderne, il s'agit d'acheter des armes pour le gouvernement allemand. Donc, c'est la galerie Fischer qui a donné le là. Et il ne faut pas croire que pendant la guerre, elle va s'arrêter. Moi, je vois vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Les œuvres d'art moderne ne peuvent pas aller sur le Reich, sur le territoire du Reich. Donc, elles vont de France en Suisse. Et ça, je l'ai avec des chiffres d'importation, des quotas d'importation, et ça c'est tout à fait vérifié. Et vous parlez du secret suisse, et vous parlez encore actuellement d'un énorme problème avec des ports francs, des zones franches, des coffres qui sont dans des zones franches. Bruno Lozeux, que je vous ai présenté aux côtés de Hermann Göring, qui est un chargé de mission, qui est un historien d'art fameux, va récupérer des œuvres. Il va être très peu inquiété. Lors de l'immédiate après-guerre, s'il est condamné à 3 ans de prison, c'est toute une histoire. Les fait-il ou pas, purge-t-il sa peine, et toujours est-il qu'on le retrouve marchand d'art en Allemagne, qui laisse passer un peu de temps. Il a un coffre-fort en Suisse et au Luxembourg. Et lorsqu'il va décéder en 2007, sur la commission rogatoire du juge Ivo Hoppler du Luxembourg, un de ses coffres sera ouvert en Suisse avec des œuvres dedans très importantes. 2007. Mais Gurlitt, quand je vous parle de 1406 œuvres et de 476 qui sont en Autriche, la valise avec un monnaie. Nous travaillons. Moi, je suis très passionnée par mon travail parce que nous travaillons sur des œuvres très importantes. Je travaille travaillant sur des Cézanne, nous travaillons sur des Picasso, sur des. Anne Sinclair a pu récupérer, et sa tante. Marianne et sa tante Hélène Rosenberg, elles sont 2, ont récupéré ce Matisse. Elles ont récupéré un autre Matisse de la collection Gurlitt, qui est femme à l'éventail, tenant un éventail. Voilà, qui était dans la collection Gurlitt et qui avait été, lui également, spolié du coffre de Libourne. L'estimation Rogano est vraiment une chance dans la recherche. Quand vous trouvez un document et que vous pouvez tout de suite le confronter, c'est vrai que c'est... de même que quand on trouve les procès-verbaux des ventes, que nous trouvons le catalogue de la vente. Entre 40 et 45, je vous ai dit 3000 catalogues de vente numérisés. Et que ces catalogues de vente vont être renseignés par le procès-verbal. Les commissaires-priseurs étaient des officiers ministériels. À ce titre, ils ont obligation de verser leurs archives. Ils versent leurs archives aux archives de Paris. Et à ce titre, nous pouvons voir qui est dans la salle, qui achète, à quel prix ils achètent. Et si nous avons le catalogue, nous avons le numéro du lot, et nous pouvons voir, comme je vous l'ai montré, comme je peux vous le montrer là. Voilà, ici, alors je vous ai pas montré le procès-verbal de la vente parce que c'est toujours assez délicat, c'est soumis à dérogation, donc je ne voulais absolument gêner personne aux archives de Paris. Mais je l'ai eu, je sais qui l'a acheté. En fait, on l'a pas acheté, c'est qu'on l'a récupéré. C'est-à-dire que le commissaire-priseur sait très bien que c'est une œuvre spoliée, il la passe en vente, il lui obtient ce qu'on appelle une virginité de provenance, et il va la passer en Suisse.
ça participe d'un cynisme sans commune mesure, sans commune mesure. C'est vraiment assez incroyable. S'il vous plaît, madame, si vous voyez une œuvre passer en vente et que l'acquéreur est toute bonne foi, qui est-ce qui va l'indemniser ? Il va peut-être pas être forcément aussi généreux que dans l'exemple que nous avez présenté. Donc, qui va indemniser cet acquéreur qui met en vente son tableau ? Oui. Alors ça s'intéresse plutôt aux juristes. C'est-à-dire que mon travail, je suis dans la recherche de provenance, je suis dans la constitution des dossiers. Moi, je travaille pour le Land de Bavière. Là, ça aussi, ça me fait rire. C'est-à-dire qu'en France, j'aurais aimé créer une cellule de provenance, de réponse de services publics à des faits qui sont imputables aux lois de Vichy. Donc, ça me paraît très important qu'il y ait une véritable réponse de ce travail, que les familles n'aient pas à payer pour les recherches ou pour les avocats, mais qu'il y ait la possibilité de pouvoir travailler. Moi, souhaite faire une base de données, donc ça prend beaucoup de temps. Mais pour répondre à votre question, je suis dans la constitution d'un dossier. Moi, je suis capable de tracer l'œuvre si je trouve des jalons. Je connais les fonds d'archives, je sais que je vais pouvoir trouver des informations. Là, ce dont vous parlez, c'est un juriste après. Ce sont les juristes, ce sont les assurances de la maison de vente qui passe en vente cette œuvre. Les grandes maisons de vente ont l'obligation de présenter à la vente des objets qui sont absolument, j'ai envie de dire vendables, mais qui sont absolument, dont la provenance doit être complètement déterminée et doit être fiable. Auquel cas, ce sont les juristes qui se renvoient la balle, et ça, c'est pas de mon chef. Non, moi, ce qui m'arrive, c'est de voir dans des expositions et d'avoir avec, comme je vous ai montré, parce que j'ai vu beaucoup de tableaux, parce que au bout d'un moment, vous les avez dans l'œil, et voilà, vous savez. Donc là, à ce moment-là, vous avez comme un déclic. Mais surtout, ça arrive dans les musées, ça arrive là pour la collection Gurlitt, c'est différent, puisque c'est dans une collection nazie que je dois détricoter et que je dois voir par où c'est passé et à qui ça appartenait avant la guerre. Voilà. Donc, si c'est ce cas, vous savez que Gurlitt, Cornelius Gurlitt, qui est autrichien, qui habitait en Allemagne, le trésor a été trouvé en Allemagne, a dans son testament légué sa collection à un musée suisse, le musée des Beaux-Arts de Berne. Donc, on est avec la loi autrichienne, la loi allemande, la loi suisse, avec des conventions supranationales comme les accords de Washington qui stipulent qu'on ne peut pas avoir des œuvres spoliées dans les musées. Enfin voilà, vous voyez, ça complexifie les choses, mais ça c'est de l'ordre des juristes. Oui, le même phénomène est en train de se reproduire avec les antiquités de la Mésopotamie. Et dans la presse, c'est présenté comme une sauvegarde des œuvres. Effectivement, on pourrait présenter ça comme une sauvegarde de certaines œuvres, parce que ces œuvres, vous parliez de Émile Nolde et compagnie, elles auraient peut-être été détruites s'il n'y a pas eu ce trafic-là. Et même les Matisse et les Monet. Et actuellement, il y a tout un trafic, vous parliez des ports francs suisses, etc. Il y a tout un trafic qui se passe par la Suisse de toutes les antiquités mésopotamiennes, enfin Irak et Syrie, notamment en Palmyre. Et bon, ça sert également à subvenir à Daesh. Voilà. Oui. Merci beaucoup, monsieur, de votre intervention. Alors, je vous rejoins pas complètement. Certains collègues allemands, effectivement, peuvent présenter Hildebrandt, c'est le père, Gurlitt, et le fils Cornelius, peuvent présenter... Il n'a jamais travaillé. C'est une personnalité. D'abord, je vais pas trop me pencher. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a l'unicité de la Shoah, même si là encore, je mets très, 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 très à distance
les œuvres d'art et oui, on est d'accord, la déportation et l'anéantissement de 6 millions de victimes avec la queue de la comète qui représente les œuvres d'art. C'est vraiment tout à fait connexe et ça serait pour ma part tout à fait déplacé de tenir des propos, certains le font, hein, donc je suis très très gênée par rapport à ça. Donc déjà, unicité la Shoah. C'est, voilà, vous avez des déportés, des trains de déportés à Paris et vous avez un marché florissant à l'Hôtel Drouot. On trouve de tout. Bon, avec des œuvres spoliées. Et ça, des preuves, c'est le cœur de mon travail, de montrer des œuvres qui sont sciemment spoliées. Les gens ne peuvent pas l'ignorer, parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet, tout ça. Mais à l'époque, les catalogues de vente et les catalogues d'exposition on pouvait les trouver dans les bibliothèques. Chaque marchand d'art a à sa disposition une grande bibliothèque dans laquelle le travail de traçabilité est faisable et bien plus facilement que je peux le faire. Il y a même eu des arrestations rien que pour spolier certaines œuvres d'art. Hein. Oui, ça, entièrement d'accord, bien sûr. Vous pensez à l'affaire Schloss ou des dénonciations. Moi, je l'ai vu. Il y a eu une dénonciation dans l'affaire Rosenberg. C'est sur dénonciation. J'ai le nom, voilà. La famille ignorait, mais bon, voilà. Donc, déjà, sur l'unicité. Lorsque j'ai appris l'affaire Gurlitt, 15 jours auparavant, j'étais invitée à un workshop au Getty à Los Angeles avec les plus grands, des collègues allemands, avec Lynn Nicholas, grande historienne américaine, voilà. Et tout le monde ignorait. Je vous promets, personne ne pouvait imaginer. Et ils ont beaucoup parlé, les Allemands parlaient énormément de l'expressionnisme allemand, et ils en parlaient avec ce creux. Avec cette histoire en creux, c'est-à-dire Nold, Mack, tous ces artistes qui les faisaient rêver, parce que c'est l'équivalent de nos Picasso, nos Matisse, nos avant-gardes, hein, eh bien ils en parlaient avec beaucoup de nostalgie. Et quand on les a retrouvés, moi la première chose, j'ai eu comme vous, j'étais très très heureuse pour mes collègues qui ont pu travailler sur des photos de l'époque, qui parlaient vraiment d'un Éden disparu. Voilà, donc ça c'est le premier temps. Ensuite, il y a quelques collègues allemands qui sont en train de présenter effectivement Hildebrand Gurlitt, qui a un quart de sang juif parce que sa grand-mère est d'origine juive, parce qu'il a toujours très 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 bien manœuvré pour les nazis. Il a été en 33, on lui a demandé de partir du musée de Zwickau où il était conservateur, compte tenu de ses goûts prononcés pour l'art moderne. Ensuite, comme il avait été sur les bancs à l'université avec un responsable de la collection de la galerie Hermann Voss, il va revenir et il va devenir le marchand de la galerie de Linz avec énormément d'argent. Donc vous voyez, quand on connaît l'histoire de Gurlitt, et je pars à Munich pour aller voir les archives, ce qui n'est vraiment pas donné au public et tout, c'est vraiment, moi je peux pas dire qu'elles ont été sauvegardées. Je trouve qu'il y a un cynisme sans nom. Une dernière question peut-être ? C'est sur la sous-estimation des œuvres par celui que vous appelez le sieur Rogano. Est-ce que on peut pas l'interpréter aussi comme une manière d'empêcher que les œuvres partent en Allemagne ? Non, absolument pas. Non, je vous remontre j'essaye de le remontrer. Non, bon, peu importe. Non. Cette dévaluation. Alors, il n'est pas le seul, Rogano, à faire des estimations. Il y a également Beltran, qui est un graveur à l'école des Beaux-Arts et qui va être... il faut savoir qu'il faut accepter l'expertise. Il faut savoir qui étaient aussi les experts avant-guerre des œuvres d'art. Il y a beaucoup de marchands, le milieu juif a pas mal investi les galeries d'art. Si je prends 39 et je prends 43, la moitié des galeries ont été arianisées parce qu'elles appartenaient beaucoup à des personnes juives. Également, les experts, certains étaient aussi d'origine juive. Donc voilà. Et quand ils acceptent, ils ont... alors, j'accepterais la contrainte. C'est vrai que ça peut être contraint. Par exemple, j'ai vu des marchands juifs qui étaient contraints
parce que soit leur épouse, soit un frère étaient dans un camp à Drancy, et à ce moment-là, des pressions étaient exercées sur eux pour leur dire, bon, effectivement, vous nous trouvez des tableaux, vous nous dites parce qu'il y a une connaissance du marché de l'art parisien, et à ce moment-là, on va le faire sortir de Drancy, il ne sera pas déporté, voilà. Donc ça, c'est vrai, je l'ai vu. Mais Beltrand ne risque rien, Rogano ne risque rien. Rogano est vraiment, et on y rigole beaucoup, parce que je travaille avec le Musée des Beaux-Arts sur justement ces archives, on rigole beaucoup. C'est quelqu'un qui est convaincu de la nécessité d'une collaboration artistique, et qui va donner des prix parce qu'il n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la presse antisémite pendant la guerre, au pilori, Je suis partout, comédia. Il faut voir le discours artistique. Enfin, rappelez-vous, le 6 juin 1942, Vlaminck écrit une diatribe contre Picasso en condamnant Picasso d'être le chef de ligne de la mort de la peinture française, de la peinture moderne. C'est très 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 fort. Et Vlaminck est parti dans le voyage des artistes en Allemagne, sur l'invitation d'Arnaud Breker. On est vraiment dans une histoire culturelle. Et il faut accepter, et je sais que c'est difficile d'accepter, mais il y a des convaincus de la collaboration. Voilà, je vais m'arrêter peut-être là. Je suis désolée, hein, c'est triste, hein, ça m'attriste moi-même, hein, véritablement. Tous les domaines. Alors, il y a encore eu une dame qui lève la main. Attendez, madame. Ce fameux tableau qu'Anne Sinclair a récupéré, où est-ce qu'on peut le voir maintenant ? Alors, pour répondre à votre question, vous savez, vous rigolez et l'ambiance est particulièrement chaleureuse ce soir, donc je le prends très très bien. Si vous saviez ce que j'entends pour des recherches qui ont été menées sur un tableau. Moi, écoutez, je travaille sur les tableaux. Alors, on m'appelle le Robin des Bois des Riches. Vous voyez, j'en entends de toutes les couleurs. Mais je souhaite vous dire deux choses. Je n'ai absolument pas gagné d'argent parce que je n'en ai absolument pas demandé et que ça aurait été excessivement mal vu et que je fais mon travail de chercheur. Voilà. 2, Anne Sinclair n'est pas la seule. Elle a sa tante, Hélène Rosenberg. Donc, à ce titre, elle ne peut pas garder l'œuvre. Elle est obligée de le vendre. Moi, je n'ai pas... Elle est obligée, ils sont obligés de le vendre. Ils sont deux propriétaires de l'œuvre, ils ne peuvent pas se partager. Je ne vais pas vous dire qu'elles s'entendent bien, ce n'est pas la vérité. Donc l'œuvre doit être vendue. Mais cela ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre l'œuvre en 39 et de voir en 45 où elle est. Et si en 45, elle n'a pas été restituée au propriétaire, il y a un problème dans la provenance sur là où je mets la lumière et où je mets le curseur de mes recherches. Et c'est juste ce qui m'intéresse. Après, le reste, voilà. Je vais juste finir. Peut-être que je vais pas faire... mais Paul Rosenberg est un grand donateur des musées. Vraiment. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Parce que bon, vous avez dit que le tableau qui s'est retrouvé aux États-Unis, il a été vendu par plusieurs galéristes français entre-temps. Est-ce qu'il y a eu une commission d'épuration des galéristes français, comme pour les écrivains et la presse? Oui, absolument. 3e comité des profits illicites qui travaille. Mais ça, c'est l'objet de mon travail universitaire qui va être publié au Seuil par la suite. Donc, je vous demande juste un petit peu de patience pour répondre, mais vous avez raison. C'est là où le bas blesse. C'est exactement ça. Donc, merci sans beaucoup. Doute, la suite une autre fois. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, avec plaisir. Donc, notre prochain rendez-vous, vous le savez peut-être, le 5 novembre, avec Charles Riondet au sujet des comités de libération de Paris.